Bien, donc nous allons pouvoir commencer la dernière partie. Et j'ai effectivement vérifié que vous devriez être libre un petit peu avant 16h30 quand même. On va rentrer dans les deux découvertes les plus récentes en neurosciences. Alors, première découverte, les fameuses erreurs récurrentes qu'on voit tout le temps chez nos élèves, par exemple dans la classe. Il y a tout le temps un type d'erreur qui est commis et qui figure généralement dans les QCM. Vous savez, au bac, il y a toujours la bonne réponse et puis toutes les fausses réponses auxquelles on s'attend parce qu'on les voit souvent. Alors jusqu'ici, on ne comprenait pas pourquoi il y avait des erreurs récurrentes et qui étaient en plus partagées par des élèves qui ne se connaissaient pas et parfois avec des années d'écart. Maintenant, on sait. Alors vous allez voir d'où viennent ces erreurs récurrentes. Après, on pensait aussi, avant l'épreuve par IRM, qu'on pouvait effacer des erreurs récurrentes qui nous arrivaient tout le temps. On sait maintenant qu'on ne peut pas les effacer, mais par contre, on peut les inhiber. C'est-à-dire nous empêcher de les dire pour donner la bonne réponse. Je vous donne un exemple classique que nous connaissons tous en tant qu'adultes. C'est l'orthographe de certains mots en français. On a tous, chacun, 2 ou 3 mots au moins, sur lesquels on bute depuis des années, qui nous font hésiter en disant « mince, je ne sais plus s'il y a 2 P, 1 P, 2 L, 1 L, etc. etc. » Et vous savez que ça dure depuis parfois 30 ou 40 ans. Donc ça, c'est une erreur récurrente. C'est pas pour autant que vous êtes allé consulter un psychanalyste. Non. Parce que vous avez fait des neurosciences, là encore, sans le savoir. C'est-à-dire que vous vous avez dit, bon, ok, c'est un mot sur lequel je bute tout le temps. Mais parce que je sens que si je ne me pose pas pendant 1 ou 2 secondes, je vais raconter une bêtise. Je le sens. Donc je me pose pendant 1 ou 2 secondes, et là, eh bien, je me propose de retrouver la petite astuce que je me suis donnée, du genre il y a 2 P comme... ou alors même certains ferment les yeux et puis écrivent directement le mot. Bref, vous vous êtes accordé une petite pause. Et vous avez dit, non, ce que je pensais dire en premier, c'est pas la bonne réponse, c'est l'autre. Alors, ça n'a l'air de rien, mais puisque c'est ce qu'on fait, ce serait bête de ne pas dire aux élèves que ça nous arrive à nous aussi, et qu'eux fonctionnent aussi comme ça. Alors, pourquoi ça nous arrive? Sans rentrer dans les détails, nous avons dans notre cerveau 2 manières de penser. Ceux qui s'intéressent au prix Nobel Daniel Kahneman en 2002 savent qu'il a mis le doigt sur une notion neuroscientifique, alors qu'il n'était pas neuroscientifique lui-même, mais il l'a bien sorti, qui s'appelle système 1, système 2. C'est le nom du bouquin d'ailleurs. Les 2 systèmes de pensée. Alors, système 1, c'est je veux penser vite, 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 pour avoir raison quasiment tout le temps, même si de temps en temps je fais une erreur. Et le système 2, c'est je raisonne lentement pour être sûr d'avoir la bonne réponse. Alors, donnons 2 situations classiques. Première situation classique, vous avez par exemple lors d'un concours 2 heures pour répondre à 200 questions. Bah, forcément, 200 QCM par exemple, forcément si vous faites appel au système 2, qui va prendre son temps pour peser le pour, le contre, etc., vous aurez certainement tout juste à ce que vous aurez répondu, mais vous n'aurez fait qu'une 50aine de questions sur les 200. Alors que le système 1, lui, paf, 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 il va vous donner toutes les réponses d'un coup. Et quand vous ferez le bilan, bah, il y aura certainement quelques erreurs, mais vous aurez couvert toutes les questions. Alors,
coup classique, entre guillemets, si vous êtes dans la savane. Vous voyez un léopard qui fonce sur vous avec de la bave et les griffes sorties et les crocs aussi. Le système 1 vous dit « tire-toi ». Oui, cours. Ne cherche pas à savoir si c'est un léopard ou pas. Tu t'en fous, tu cours. Le système 2 vous dirait « quel est cet animal ? Fait-il vraiment partie de la famille des léopards, comme je le crois ? Que me veut-il ? Je vais me laisser quelques instants de réflexion afin d'être sûr d'avoir la bonne analyse. » Voilà. Souvent, il n'y a plus personne après le système 2. Conclusion, le cerveau s'est habitué à faire confiance au système 1 parce que c'est une analyse très rapide de la situation. En d'autres termes, en fait, il écarte, pour prendre le coup du léopard, il écarte l'exception du léopard qui serait en train de foncer sur vous avec de la bave et qui arriverait devant vous en disant « c'est une blague ». Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, en fait, le système 1 se dit bah, « tant pis si ça m'arrive une fois sur 10 000, je m'en fous ». Alors voilà ce qui va arriver. Première question pour vous déstabiliser. Parmi vous, qui pense que l'autruche est un oiseau ? Vous pouvez lever la main, je vous compte globalement et on fera 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, tous ceux qui sont en dessous de la caméra, c'est bon, je vous ai compté. 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90. Ok, merci. 90 sur 200. Ouais, il devait peut-être en avoir un peu plus quand même. On va dire 100 sur 200 parce que généralement il y a toujours un petit peu plus de gens qui disent que c'est un oiseau que de gens qui disent que c'est pas un oiseau. Bon, c'est vrai que dans tous les établissements où je suis passé sur le territoire, le plus petit score ça a été 50%, 50%. Et puis le plus haut score ça a été 70-30. Bon. Vous êtes ? Ah oui, oui, d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça confirme qu'on est au-dessus de 50%. Tu as raison. Absolument. Alors, donc vous êtes légèrement plus à penser que c'est un oiseau que ceux qui pensent que ce n'est pas un oiseau. Mais ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est pourquoi tout le monde n'est pas du même avis. Eh bien, il y a une raison à cela, c'est quelle est la règle que votre cerveau s'est faite quand vous étiez petit. Car, contrairement à ce qu'on enseigne, le cerveau se construit des règles à partir d'exemples. Alors que nous, souvent, dans nos matières, on dit « voici la règle » et l'exemple, c'est une illustration. Exemple d'application, par exemple. Alors qu'ici, le cerveau, enfin ici, le cerveau tout le temps, se crée une règle à partir d'exemples. Par exemple, entre guillemets, si vos parents vous ont dit quand vous étiez petit, ben tu vois, cet animal, c'est un canari, il fait partie de la famille des oiseaux. Et ça, c'est une perruche, et ça fait partie de la famille des oiseaux. Vous dites rien. Le lendemain, vous voyez un rouge-gorge pour la première fois et vous dites « Ah, un oiseau !» Et là, vos parents se disent « Mon enfant est à haut potentiel. Il faut que je fasse quelque chose pour lui. »
Alors ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, car le cerveau s'est dit quel est le point commun entre ces deux oiseaux. Ah bah il a un bec et des plumes. Ça colle avec ça. En tout cas, certains se sont dit c'est bec plus plume. Donc quand le professeur des écoles, car c'est sur lui que pèse toute la responsabilité, va dire l'autruche est un oiseau, tous les cerveaux qui se sont faits pour règle oiseau égale bec plus plume vont se dire t'as un peu forcé sur les plumes, le bec je l'aurais pas fait comme ça, mais ça colle à ma règle. Donc ok, j'accepte, c'est un oiseau. Tous ceux qui ont eu un cerveau qui se sont dit ouais d'accord bec plus plume, mais ça vole aussi. C'était bon pour le rouge-gorge, mais ça marche pas pour l'autruche. Donc, votre cerveau dit au professeur des écoles « Je ne suis pas d'accord avec toi ». Le professeur des écoles dit « Mais oui, mais c'est moi qui ai la connaissance, donc je te dis que l'autruche est un oiseau ». Et l'enfant dit, ou pense tout simplement « Je n'y crois pas ». Et quand le professeur dit « En tout cas, la semaine prochaine, il y aura cette question hein, dans l'évaluation. L'autruche est-elle un oiseau ?» D'accord. Alors, ceux qui y croyaient déjà, pas de problème, la semaine d'après, c'est un oiseau. Et ceux qui n'y croyaient pas, eh ben, ils vont répondre oui, en se disant, de toute façon, je sais que c'est pas vrai. Il dit n'importe quoi. Je sais ce que c'est un oiseau. Ça vole, il vole pas. Ça fait rien, j'aurai mon point comme ça. Hop. Et votre cerveau se dit... Quand est-ce que on va me reposer la question de l'autruche est-elle un oiseau? Ça risque pas de m'arriver souvent. Donc en fait, je ne remets pas en question ma règle un oiseau, c'est quelque chose qui vole, puisque de toute façon, déjà, je ne crois pas à ce que le prof m'a dit, mais en plus, le temps qu'on me repose la question, ce sera certainement en formation, des années plus tard quand je serai prof. Ce qui explique qu'effectivement, des années plus tard, quand vous êtes prof, eh ben, il y en a 40% qui disent ce qu'ils pensaient déjà à l'école primaire. C'est pas un oiseau, je suis désolé. Ça vole pas. Et en sortant d'ici, vous penserez toujours la même chose. Voilà. Sauf si vous vous forcez, on dit, à inhiber, c'est-à-dire à dire non, 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 d'accord, ok, j'ai compris, on est au Trivial Poursuite ou dans Les Descendants. Donc, ça vaut un camembert de dire que c'est un oiseau. Allez, je dis que c'est un oiseau, si tu veux. Mais je sais que ce n'en est pas un. Même si j'ai appris lors du séjour qu'ici, vous aviez même des cagous et qui aboient. Donc, je vais rapporter ça en France. Et ils ne volent pas non plus, oui. Donc ça, c'est la première chose. C'est pourquoi il y a des erreurs, entre guillemets, qui persistent, parce que pour le cerveau, c'est tellement exceptionnel, c'est-à-dire c'est tellement dérisoire par rapport à ce qui vous fait reconnaître les autres oiseaux que vous dites « Ouais, je m'en fous, allez, on fait comme si je ne l'avais pas vu ». Et effectivement, dans quelques instants, vous verrez des images, enfin un reportage plutôt de 2 minutes, où on a mis des profs de physique, parce que c'est toujours eux qui prennent, hein, de toute façon, hein. C'est des profs de physique dans des IRM pour voir en fait s'ils savaient reconnaître les schémas qui étaient justes en électricité ou faux. Et on s'apercevait que, eh bien, quand vous verrez, on s'est aperçu que quand ils répondent, ils donnent toujours la bonne réponse, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans leur cerveau, ils sont passés d'abord par l'erreur classique de leurs élèves, pour une bonne moitié d'entre eux, et comme ils savaient que c'était une erreur, ils se sont dit « Non, non, tu ne le dis pas, c'est une erreur. Ton intuition te dit ça, mais c'est une erreur. » Donc hop, ils ont inhibé et ils ont donné la bonne réponse.
Je vous donne un exemple pour tous ceux qui font un peu de maths. Voilà. Donc, moi, par exemple, j'ai le fameux problème, sauf que je sais que ce n'est pas un problème, donc je m'en fous. Quand je dis ABCD est un parallélogramme. A, B, C, D. Et la question que je pose toujours en début de cours, c'est quels sont les vecteurs qui sont égaux? Alors, je rappelle que des vecteurs, ce sont des segments avec une petite flèche qui vous indique dans quel sens vous pouvez vous déplacer. Alors si ça s'appelle A, B, C, D, c'est que c'est celui-ci qui s'appelle DC et celui du haut qui s'appelle AB. Donc c'est AB égale DC que j'attends de mes élèves. Mais mes élèves qui pensent comme moi, ils entendent ABCD. Eh ben, moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que moi. Mon cerveau, il dit ABCD, ben, il entend deux blocs, ABCD. Eh ben, j'ai tendance à dire AB égale CD. Et à plus d'une reprise, eh bien, j'écris donc AB égale CD, et hop, j'efface, je dis non, c'était pas ça, c'était AB égale DC. Alors, avant, j'avais honte de l'erreur, et j'effaçais très rapidement pour qu'on ne voit pas. Et maintenant, je suis tout content de faire l'erreur en disant ah, vous voyez, regardez, j'ai fait pareil que vous, et voilà. Même les profs sont des êtres humains, et donc ça nous arrive aussi. Ça les détend énormément de savoir qu'en fait, si on ne fait pas gaffe, notre cerveau va nous sortir ce qu'il pense être des évidences. Et pour vous en convaincre, voici un petit test. Un neuroscientifique, M. Tenenbaum, s'est dit on va essayer de casser 2-3 trucs des sciences de l'éducation classique. Du genre, le cerveau associe des choses qui ont un sens. Alors, il vous propose, en dessin, 3 et 3, 6, 7 x 6, 42, 42 variétés de plantes qui n'existent pas. Donc inutile de les chercher dans la nature, ça n'existe pas. Même s'il y a toujours un prof de SVT, donc parfois qui traîne, et qui dit « je crois voir une ammonite ». Non, laisse tomber. Ça n'existe pas, point barre. Mais pour prouver que le coup de la règle que se fait le cerveau, eh bien, il est capable de la faire même avec des choses qui n'existent pas, donc même pas des oiseaux, hein. Eh bien, il vous propose le test suivant. Il vous dit, OK, j'ai fait des choses qui n'existent pas, mais je vais dire que dans la catégorie des plantes qui n'existent pas, il y a une sous-catégorie, qui n'existe toujours pas donc, qui s'appelle les tuffas, et je vous en ai entouré 3. Saurez-vous trouver les autres? Alors, je vais vous poser la question, mais avec interdiction de dire à votre voisin quelle est la règle qui dicte votre réponse. C'est-à-dire, comme ça, votre voisin ne saura pas quel critère vous sert pour dire « moi, j'en vois un à telle position ». D'accord? Donc, personne n'échange sur les critères. Vous me les montrez, je les pointe, et après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on va comparer avec les résultats mondiaux. C'est-à-dire qu'il est allé sur tous les continents, il a fait passer le test à toutes les cultures, il a compilé les résultats, et à chaque fois que je passe, on regarde si, par exemple, Nouméa pense comme le reste de la planète. Tout simplement, toute modestie. Alors, première ligne, est-ce que vous pensez voir des tuffas? Quelle position? Premier. Alors j'ai entendu premier pour tout le monde et j'ai entendu premier et quatrième. Sachez que dans ce cas-là, évidemment, je prends l'avis majoritaire. Hein. Donc, premier. Deuxième ligne, à part celui qui est entouré. Troisième et dernier. Troisième ligne, à part celui qui est entouré. Il n'y en a pas. Quatrième ligne. Premier.
Avant-dernière ligne, il n'y en a pas, par celui qui est entouré. Dernière ligne. Troisième et avant-dernier. Bon. Vérifions, comparons avec le reste du monde. Eh ben c'est pareil, oui. Tous les cerveaux du monde pensent de la même manière. Ouf! Vous avez tout juste. Alors que ces plantes n'existent même pas. Et que vous vous êtes même pas mis d'accord sur un tufa, c'est un truc qui a gna 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 gna. C'est-à-dire, vous avez refait le coup de l'oiseau, mais sans vous dire en plus, oiseau égale bec plus plume. Là, je vous ai interdit de communiquer. Donc chacun s'est pris ses propres critères. On ne sait pas, même pas lesquels, on ne peut même pas les connaître, mais le cerveau, lui, il a été poussé à faire une règle. Donc vous voyez, et il fait des règles, même avec des choses qui n'existent pas. Alors imaginez quand ça existe. Alors voilà ce qui arrive. Je vous montre un exemple. Hein. Croyez pas qu'il y aura des maths tout le temps, même si c'est une matière où il y a souvent des problèmes. Voilà ce qui se passe au collège. On a dit à vos élèves, eh bien, quand tu as une multiplication ou une division, quand il y a ce qu'on appelle un exposant, ce qu'on appelle une puissance, hein, eh bien, regarde, c'est vachement facile. Et là, l'élève se dit, ah ouais, c'est vrai, c'est vachement facile parce que j'ai qu'à mettre le nombre sur chacune des lettres. Et le programme impose au prof de 4e de ne pas parler de a plus b au carré et de a moins b au carré. Ils disent, alors pourquoi? Parce que, en fait, ça ne marche pas pour plus ou moins, et que le ministère se dit deux choses. La première, deux choses naïves. Hein. La première, c'est du moment qu'on ne leur parle pas de la formule qui doit être bonne avec plus et moins, ils vont rien s'inventer. Du genre, ils savent rien sur le cerveau et ils se disent, le cerveau, du moment qu'on lui dit rien, il fait rien. Alors que vous avez vu dès le début que le cerveau, il lui manque quelque chose, pas de problème. Il va le remplacer par autre chose qui lui paraît cohérent. Et ben, du coup, évidemment, quand il a réussi pendant 1 an tout ce qui était avec multiplication et division facilement, et ben, il s'est fait une règle et il est vachement tenté d'écrire ça. Et comme vous le savez, donc, que ce soit en lycée professionnel ou en lycée général, on en trouve plein qui font cette erreur. Même en terminale S, il y en a. Et la deuxième erreur du ministère, c'est de se dire, c'est en 3e que le prof va leur apporter la preuve, c'est-à-dire va démontrer quelle est la véritable formule qu'on appelle l'identité remarquable. Eh bien, on s'est aperçu ces 10 dernières années que le cerveau, exactement comme le coup de l'autruche, quand il voit quelque chose qui ne va pas dans son sens, il fait semblant de ne pas le voir. Il dit, à mon avis, on m'a dit quelque chose de faux. Et c'est notre ami Steve Masson, québécois, neuroscientifique, qui va nous l'expliquer. Télé-Québec. Pour exploiter cette toute nouvelle fenêtre sur l'esprit, la stratégie est simple. Observer le fonctionnement cérébral d'experts dans le domaine et le comparer à celui de personnes en apprentissage, des novices. Ce que les chercheurs ont voulu savoir, c'est qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va leur présenter des informations qui entrent en contradiction avec leurs croyances. Ici, nous voyons 2 balles qui s'apprêtent à tomber au sol. On a donc d'abord présenté à des novices en physique des films en accord avec leur intuition. Par exemple, des films scientifiquement faux où 2 balles de différentes masses tombent à des vitesses différentes. Les chercheurs ont observé une activation de la région de l'hippocampe, une zone du cerveau associée à l'apprentissage et à la mémorisation. Par contre, en présentant des informations contraires à l'intuition des sujets, mais pourtant vraies scientifiquement,
c'est une autre histoire. Le cortex singulaire antérieur, une région associée à la détection de conflits, s'active. Pas surprenant puisque les sujets sont en désaccord avec le contenu de la vidéo. Mais à l'arrière du cerveau, le précuneus s'active lui aussi, une zone liée à la relocalisation de l'attention. Le cerveau semble détourner son attention de la nouvelle information. Au lieu de demeurer attentifs aux informations qui sont présentées, les gens détournent leur attention de la tâche, perçoivent les données comme étant erronées, et donc on n'en tient pas compte. La confrontation n'est donc pas la meilleure solution pour défaire les conceptions erronées. L'air de rien, c'est la mise en cause de tout ce qu'on a appelé pendant des années le conflit cognitif. Vous vous souvenez peut-être. C'était on va montrer quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'élève, et du coup, il va reconsidérer sa règle parce qu'on lui a montré une exception. Et en fait, maintenant, on a la preuve que ce n'est pas du tout ce qu'il va faire. Il va dire c'est une exception, donc je ne veux pas en entendre parler. Je m'en détourne. Donc on est loin il va reconsidérer sa règle. Pas du tout. Il fait comme on vous l'a expliqué en langage neuroscientifique, il dit « Ouh, j'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu ». Alors, que faire? Que ce soit en maths, en anglais ou alors en SVT. Eh bien, c'est parler de tout ce qui existe au moment où vous voyez une notion et ne pas dire « Ah, c'est au programme de l'année prochaine, donc j'en parle pas ». Parce que tout ce qui est au programme de l'année prochaine, eh bien, le cerveau va se l'inventer tout seul pour que ce soit cohérent avec ce que vous présentez cette année. Et donc l'année prochaine, vous penserez accueillir des élèves vierges de toute connaissance sur ce que vous allez montrer, alors qu'en fait, ils s'en sont déjà faits. Alors, voilà, par exemple, l'idée, c'est de se dire, OK, en quatrième, je vais respecter les programmes, c'est-à-dire que je ne vais pas leur faire des calculs avec a plus b, a moins b carré, mais par contre, je vais leur dire que avec multiplier, c'est facile, avec diviser, c'est facile, mais par contre, avec plus et moins, ça ne marche pas. Et ils le verront l'année prochaine. À ce moment-là, le cerveau n'arrive pas à se faire une règle sur les 4, puisqu'on vient de dire que les deux là, c'est faux. Donc, il ne viendra pas en troisième ou en lycée pro avec l'idée de se dire que ça marche tout le temps. Si le prof a eu la bonne idée de lui montrer tous les cas en même temps, même s'il dit « on approfondira l'année prochaine ». En langue vivante, c'est comme si un prof ou une prof disait excusez-moi, ça se dit toujours ça se dit excuse me. Si le prof ne précise pas que c'est pas toujours excuse me, c'est parfois I'm sorry si on a fait un peu de mal, comme si on lui a piétiné, on l'a piétiné. Ou alors, si on veut se faire pardonner pour quelque chose qui a fait vraiment mal, donc comme par exemple cet individu de sexe masculin, face à une jeune femme qui a voulu garder l'anonymat, comme vous pouvez le voir. C'est peut-être Julie. Il n'y en a pas, parce qu'il y en a plusieurs qui ont les cheveux comme ça, donc je ne sais pas. C'est peut-être une erreur. I apologize. Alors, inutile de vous dire que I apologize, c'est pas franchement ce que vont utiliser les élèves le plus souvent. Mais ce qui est important pour les élèves, c'est de comprendre que ce ne sera pas toujours excuse me. Même si on va faire du excuse me pendant pas mal de temps pour que ce soit facile à peu près pour tout le monde, mais il n'y aura pas que ça. Et peut-être que vous avez des enfants qui ont été confrontés à ça, donc même s'il n'y a pas de prof de SVT dans la salle, peut-être que vous allez reconnaître quelque chose qui arrive à votre enfant. C'est qu'à l'école primaire, il y a une leçon qui s'appelle la respiration, et elle ne porte que sur la respiration de l'homme et des autres animaux. Point barre. Ça, c'est le programme. Arrive SVT en 5e, qui dit que les végétaux, ça respire aussi. Et là, les élèves disent « Non, 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 c'est pas vrai. L'année dernière, on avait vu la leçon sur la respiration.
Et il n'y avait pas les plantes. C'était uniquement les animaux et les êtres humains. Donc, encore le même problème. Conclusion, pour éviter les problèmes, vous mentionnez tout ce qui existe, même si vous ne l'approfondissez pas. Et puis, la fameuse suppression impossible des erreurs dont je vous parlais avec « Ah, je bute sur le mot » ou « Ah, le prof de physique allait dire une conception erronée », c'est aussi Télé-Québec qui va vous montrer les images. L'erreur ne s'efface pas, elle reste tranquillement dans notre cerveau et elle cohabite avec la vérité. C'est gentil. D'autres expériences laissent entrevoir de nouvelles méthodes d'enseignement pour défaire ces idées reçues coriaces. Si vous pensez que le film est correct, vous devez appuyer. On a présenté à des experts spécialisés en physique des films illustrant ces idées reçues, donc contraires aux lois physiques. Lorsqu'on leur présente des films naïfs, ils activent leur cortex singulaire antérieur. Ça va, on s'y attend. Preuve qu'ils perçoivent les films comme non conformes au savoir scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils activent aussi leur cortex fronto-médial, qui est lié à l'existence de pré-représentation. Tout se passe comme si les experts n'avaient pas changé leur conception, n'avaient pas restructuré leur connaissance, mais avaient dans leur cerveau la trace des deux conceptions. Mais chez l'expert, ils arrivent à inhiber leur conception inappropriée, ce qui les permet de répondre de façon scientifique aux problèmes posés. Cela laisse entendre que les experts en physique gardent en mémoire leur conception erronée. Encore plus intéressant, les chercheurs observent aussi chez eux l'activation d'autres zones du cerveau qui répriment ou inhibent ces fausses réponses. Ces résultats appliqués à l'enseignement pourraient transformer de manière significative la manière de concevoir l'apprentissage. Ces recherches-là pourraient nous amener à une vision que l'expertise n'est pas liée à l'accumulation de savoir, mais plutôt à la capacité d'inhiber des croyances qui sont inappropriées. Voilà, donc en gros, c'est pas un problème si l'élève accepte de savoir accepte qu'il y ait des erreurs récurrentes et qu'il se fasse une fiche avec une combinaison, car vous savez que c'est par combinaison que le cerveau préfère mémoriser. Tout à l'heure, vous avez mis neige avec Julie. Eh bien là, l'idée, c'est de mettre la bonne et la mauvaise réponse l'une à côté de l'autre. Parce que du coup, à partir du moment où vous mettez l'une à côté de l'autre, c'est à ce moment-là que l'élève se dit « Ah, c'est là où je ne dois pas aller trop vite avant de répondre ». Sinon, si vous essayez de lui faire comprendre, de lui faire apprendre la bonne réponse, la bonne réponse, la bonne réponse, la bonne réponse, alors qu'en fait, il n'arrête pas de vous donner la mauvaise, la mauvaise, la mauvaise, la mauvaise, la mauvaise, c'est qu'en fait, son cerveau s'est fait pour règle, donne la mauvaise, donne la mauvaise, donne la mauvaise. Donc, il faut mettre les deux ensemble pour dire « Ah, s'il y a les deux ensemble, c'est qu'il y en a une mauvaise. » Sinon, on ne s'en rend même pas compte qu'il y a une mauvaise. Et après, prendre une astuce. Alors, je ne vous montre pas celle que j'avais trouvée parce que mes élèves m'ont dit que c'était nul. Mais par contre, je vous présente la leur. Voilà, donc, ils ont compris que pour donner ce que valait une pente, qu'on appelle un coefficient directeur, c'était cette bonne réponse. Et donc, c'était vertical, c'est-à-dire 2, sur horizontal, c'est-à-dire 3. L'initiale de vertical, c'est V, comme Victor, et à l'horizontale, comme Hugo. Victor Hugo, V sur H. Ou alors, des oiseaux en forme de V qui volent au-dessus de l'horizon. V sur H. Et l'idée, mais là on est vraiment en avance, je vous le dis, cette dernière partie, c'est les dernières découvertes en neurosciences. Donc si ça vous parle, ça signifie qu'effectivement vous faites partie des pionniers ou futurs pionniers, quoi. Parce que ce sont des connaissances que peu de gens ont. Et donc après, eh bien, vous inhiberez facilement, comme on le fait avec l'orthographe des mots sur lesquels on bute.
Et enfin, ça, c'est la partie où soit vous allez décrocher parce que vous allez vous endormir en disant oh, « Mon Dieu, je comprends rien du tout », soit vous vous donnez comme défi « Allez, ça fait rien, même si c'est neuroscientifique plus poussé, je veux pas lâcher si près du but. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc ce serait bête. » Alors, comment aider l'élève à démarrer un raisonnement ? Car, comme vous le savez, il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent même pas à commencer un exercice. Et ils n'arrivent même pas à commencer un exercice parce qu'ils pensent qu'à chaque question correspond à un point de départ. Et ils se sont dit, mais j'ai jamais vu cette question dans le cours. Et donc, du coup, ils ne trouvent pas le point de départ. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs points de départ possibles et qu'il faut chercher parmi tout ce qu'on sait, ce qui peut servir de point de départ. C'est comme ça que raisonnent les élèves qui n'ont pas de difficultés scolaires et les enquêteurs de police, comme on va le voir. Donc, je vais essayer d'aller lentement, mais attention, on plonge dans les recherches neuroscientifiques. Vous inquiétez pas, on ne fera pas de calcul. Voici M. Bayes, qui a pondu une formule qui s'appelle la formule de Bayes. C'était le moins qu'on puisse faire pour lui. Et cette formule permet, comme je l'ai mis en titre, de prouver que le cerveau est capable de faire une probabilité sur ce qui va arriver, du genre, par exemple, voilà, vous avez toujours le léopard qui fonce sur vous. Quelle est la probabilité qu'il me veuille du mal ? Vous pouvez la calculer. Et puis, vous avez aussi la capacité du cerveau, et c'est plus étonnant, à se projeter dans le passé en disant « mais qu'est-ce qui a dû arriver pour qu'on en arrive maintenant là ?» Et ça, c'est le travail des enquêteurs de police. Quand ils viennent et quand ils voient un mort, ils ne se demandent pas ce que va devenir le mort dans le futur. Ils se demandent qu'est-ce qui a pu, dans le passé, amener le mort. Eh bien, cette formule prouve qu'on peut prévoir autant le futur que le passé. Eh bien, c'est quand on va prévoir le passé que vous allez voir le lien avec le système scolaire. Alors pour cela, d'abord, quelques petits exemples. Si je vous donne ce présent et que je vous dis et que je vous demande qu'est-ce qui a pu se passer d'après vous pour qu'on en arrive là? Est-ce que quelqu'un a des pistes? Il a bu de l'eau? Ah, on lui a mis de l'eau sur la queue. Premier point de départ possible. Deuxième, on l'a mis sur un trampoline. Mais pourquoi pas? Après, on fera le tri entre ce qui est le plus probable ou pas. On lui a écrasé la queue. Il a vu un léopard. Il s'est fait mordre. Il a reçu un coup de pied. Et ce qu'on m'a dit très souvent en Nouvelle-Calédonie, alors que je ne connaissais pas, il a vu un concombre. Apparemment, voilà. Ceux qui ne réagissent pas, vous êtes comme moi il y a 10 jours. Il paraît qu'il y a une vidéo qui circule sur Internet et qui montre qu'un chat a peur d'un concombre. C'est pas tous les chats, non, j'imagine. C'est juste que on m'a proposé cette piste à plusieurs reprises et j'ai rien compris. Je me suis dit c'est peut-être une coutume. Voilà. Alors, parmi toutes les pistes possibles, c'est-à-dire il a fait du trampoline, il a vu un chien, etc., 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 votre cerveau prend ce qui lui paraît le plus probable. Comme il y en a certains qui ont vu qu'il y avait quelques petits problèmes là au niveau de la queue, c'est certainement qu'on lui avait mordu ou écrasé. Donc cette cause est considérée comme la plus probable. Vérifions que même dans la vraie vie, vous faites ça tout naturellement.
petite seconde, il n'y a que 20 secondes, hein, même pas, d'Arte, vous allez avoir une situation et on va vous demander ce qui a dû se passer avant pour en arriver là. Bon, c'est un grand classique. Alors, pour en arriver là, c'est qu'il y a dû avoir quoi juste avant? Oui, quelqu'un qui a shooté dans le ballon, un enfant, et qui va le suivre. Voilà, donc vous avez fait la liste de tout ce qui était le plus probable. Vérifions. C'est uniquement grâce à ce mécanisme que Martha réussit à retenir l'enfant. C'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire votre cerveau, vous faites des neurosciences, sans le savoir, vous pouvez vous projeter dans le passé. Voilà ce qui se passe aussi pour Google. Google, j'ai fait exprès de mettre prédiction moteur de recherche au lieu de prédiction moteur de recherche. Alors maintenant, ça ne nous étonne plus que Google nous dise « c'est pas plutôt ça que tu voulais dire ?» Mais ceux qui ont mon âge ou plus et qui ont vu les débuts d'Internet se souviennent peut-être que quand on a vu pour la première fois un navigateur dire « c'est pas ça que tu voulais dire ?» C'est dit où sont les caméras? Qu'est-ce que c'est que cette machine qui est à l'intérieur de moi, qui lit dans moi? Mon Dieu, j'ai peur, etc., etc. Comment sait-il ce que je voulais dire? Eh bien, en fait, il fait un pari. Il retourne dans son passé, c'est-à-dire le présent, c'est tiens, vous me dites prédiction moteur recherche. Je vais voir si dans mon passé, il y a beaucoup de gens qui ont demandé prédiction moteur de recherche. Non, je suis désolé, a priori, vous êtes le seul à faire cette erreur, hein, ou en tout cas, il y a 2 Gugus parmi des milliards et des milliards et des milliards de demandes. Par contre, il y en a beaucoup qui ont demandé prédiction moteur de recherche. Donc, puisque c'est la piste la plus probable qui a pu amener à cette erreur, je vous propose ceci. Donc, il ne sait pas ce que vous pensez. Il déduit simplement de tout ce qui peut être piste de départ, ce qui est le plus probable. Ça va toujours à peu près? Alors, attention. Voilà maintenant Stanislas Dehaene. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le plus grand neuroscientifique en France. Il est connu mondialement et c'est lui qui a été nommé par le ministre de l'Éducation nationale pour faire ce qu'on appelle un conseil scientifique qui est chargé de savoir comment on pourrait mettre en place un peu de neurosciences dans la formation des profs. Il enseigne au Collège de France. J'ai pris l'exemple le plus simple. Si vous trouvez ça compliqué, je paraphrase après, promis. Il y a aussi des recherches qui montrent que les enfants sont capables de faire l'inférence dans le sens inverse, c'est-à-dire d'inférer le contenu de l'urne à partir des statistiques des événements observés. Et ça, c'est le travail de Fei Xu et ses collaborateurs, publié par exemple dans PNAS en 2008. Je vous montre juste une diapositive, on en reparlera dans quelques cours. Et imaginez que vous voyez un personnage qui amène une boîte dans laquelle on sait, parce qu'on a été habitué auparavant, qu'il y a des balles dans la boîte, mais on ne connaît pas leur couleur. Et puis la personne ferme les yeux, elle secoue la boîte, elle prend un objet, elle le sort, c'est une balle rouge. Elle secoue la boîte, elle ferme les yeux, elle prend un objet, elle le sort, c'est à nouveau une balle rouge. Elle fait cela 5 fois, et 4 fois il en sort une balle rouge, 1 fois il en sort une balle blanche. Vous aurez compris qu'on peut tirer des inférences sur la base de cette observation, et effectivement, lorsque plus tard l'urne est ouverte, eh bien l'enfant n'est pas surpris lorsqu'il voit que l'urne est remplie à majorité de balles rouges et qu'il y a quelques balles blanches, et l'enfant est surpris et regarde plus longtemps lorsqu'il voit que l'urne est remplie de balles blanches et qu'il y a quelques balles rouges. Donc l'enfant est capable de faire les inférences dans les deux sens, et cette inférence que nous venons de voir, tout à fait typique de l'inférence bayésienne, c'est en fait le problème de départ, nous le verrons dans un instant, qui a motivé le référent Bayes. L'enfant est capable d'inférer la probabilité abstraite qu'un événement se reproduise, donc le contenu de l'urne, sur la base de quelques observations minimales de tirage de cette urne.
Et ici, il s'agit d'enfants de 8 mois. Bon, toute la journée était basée sur le même principe, hein, c'est-à-dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et là, on finit dans le top du top. Hein. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal, ce sont les dernières découvertes, c'est ce qu'il y a de plus fin à comprendre. Je vous paraphrase donc à peu près ce qu'il a dit. On a présenté à des bébés de 8 mois une urne dont le contenu n'était pas visible. On a sorti des boules et il y avait plus de rouge que de blanche. Après, on a enlevé la plaque opaque pour que le bébé puisse voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Si ce qu'il y a à l'intérieur est compatible avec le tirage, c'est-à-dire plus de rouge que de blanc, eh bien, le nourrisson n'est pas étonné et détourne la tête. C'est comme ça qu'on mesure l'étonnement d'un nourrisson en neurosciences. C'est en chronométrant son étonnement. Plus il reste comme ça, et plus ça veut dire que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il avait anticipé. Et donc, il dit, si, par contre, en levant la plaque opaque, il trouve qu'il y a beaucoup plus de blanc que de rouge, il dit mais ça colle pas avec ce que j'ai fait. Donc il s'est dit le présent c'est le tirage, le passé c'est ce qu'il y avait dans l'urne. Si ce qu'il y avait dans l'urne c'est conforme, ça me va. Si ce qu'il y avait dans l'urne ça va pas avec le présent, je prends pas. Bref, ce qu'il est en train de dire, c'est que des enfants de 8 mois, sans être capables encore de lire, écrire, etc., font déjà des calculs de probabilité neuroscientifiques en se disant « ça me paraît bizarre comme histoire ». C'est quand même assez fort. Si c'est possible à 8 mois, c'est possible plus tard. Voyons, au travers d'une publicité qui passe actuellement encore en France, si vous voyez le lien avec ce que Stanislas Dehaene a eu la gentillesse de nous dire. Ça va ? Papa, c'est quoi un compte offshore? Offshore? C'est... Ouais, oui, pourquoi? Parce qu'il paraît qu'on en a un. Ah, Quelqu'un a vu le lien? Oui? Bah allez-y, comme ça je répète pour la caméra, puisque personne ne veut prendre le micro. Alors, signe extérieur de richesse, exactement. Il a une Volkswagen, donc ça veut dire qu'il est sans doute riche. S'il est riche, eh ben, on remonte dans le passé pour se dire comment a-t-il pu se la payer. Et à ce moment-là, vous avez plein de pistes possibles qui sont les ragots. Alors ça peut être, il est peut-être dealer de drogue, tout simplement. Ou alors ça peut être, il a peut-être cambriolé quelque chose à Cannes, par exemple. Ou alors il a hérité, ou alors il a un compte offshore. Et puis après, vous barrez. Non, c'est pas un dealer de drogue, il boit même pas autre chose que de l'eau. C'est pas possible. Etc., etc. Ah, je crois que le plus probable, c'est qu'il ait un compte offshore. Et du coup, ça devient la rumeur. Donc, vous partez toujours de quelque chose qui vous paraît le plus probable. Alors, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voici un énoncé. Là aussi, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de faire des maths pour le comprendre. C'est un exercice de niveau seconde ou première. L'énoncé est le même. Mais ici, on ne vous donne pas de piste de point de départ pour répondre à la question. Ici, on vous donne un point de départ. Eh bien, quand je fais cet exercice dans une classe, tout le monde le réussit parce que j'ai donné le point de départ du raisonnement. Alors que quand je donne seulement ça, c'est-à-dire sans point de départ de raisonnement, il y a la moitié de la classe qui n'y arrive pas, qui laisse tomber l'exo. Tout ça parce qu'ils se disent, quoi ? Montrer que c'est un parallélogramme ? Mais moi, j'ai jamais vu de méthode pour montrer que c'est un parallélogramme. On l'a pas fait. Vous voyez, le fameux... On l'a pas fait dans le cours. En fait,
il faut faire comme si vous étiez un enquêteur policier. C'est-à-dire, vous devez faire la liste des suspects, comme on a parlé d'héritage, compte offshore, etc., etc. C'est que les élèves qui sont en situation de réussite scolaire font exactement ça sans le savoir. Et l'objectif, c'est de convaincre les élèves qui sont en difficulté scolaire que ceux qui sont en facilité scolaire, ce n'est pas de naissance, mais qu'ils font comme ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, pour avoir un parallélogramme, puisque c'est la question, sans regarder l'énoncé, pour avoir un parallélogramme, donc situation présente, ça peut venir d'où? Alors, faire un parallélogramme, ça peut venir, je ne vous demande pas de réfléchir à ça, hein, parce que tout est vrai là-dedans. C'est-à-dire, si je fais des côtés opposés parallèles, ça me donne un parallélogramme. Ok, donc ça peut venir de là. Deuxième chose, si les côtés opposés sont même longueur, ça peut me donner un parallélogramme. Ok, ça peut venir de là. Et donc, il fait la liste, l'élève qui est assez bon, il fait la liste de tout ce qui est possible. Et c'est seulement après qu'il barre très vite dans sa tête tout ce qui lui paraît trop difficile pour lui ou pas du tout en cohérence avec ce qu'il y a dans l'énoncé. Du genre, par exemple, ça je peux vous dire que effectivement, on peut arriver à un parallélogramme en parlant d'angle, mais alors bonne chance, tous les collègues de maths le savent, pour tirer des angles à partir de ça. C'est quasiment impossible. Bref, l'élève se dit, ça je ne sais pas faire. Les vecteurs, j'ai jamais compris. Côté opposé parallèle, je ne sais pas comment on le fait. Je trouve ça un peu long. Tiens, je vais partir sur celui-là. Bon, ça tombe bien, par exemple, c'est ce que j'ai proposé ici en départ. Conclusion. Même si l'élève n'a rien pigé à ce que je vous dis, vous pouvez toujours lui dire que les élèves qui réussissent savent qu'il n'y a pas un point de départ possible, mais plusieurs points de départ possibles. Et que donc, ils peuvent prendre ceux qui leur plaisent le plus. Par exemple, si on leur dit pourquoi le personnage principal de ce texte est triste, au lieu de regarder le texte, on se pose d'abord dans la position de « Ah, il y a quelqu'un qui est triste. D'après ce que je sais de la vie, sans regarder le texte, qu'est-ce qui peut rendre triste quelqu'un ? Par exemple, je ne sais pas, son animal domestique est mort. Ou alors, tout simplement, sa copine ou son copain l'a lâché, ou, etc., etc., etc. Et donc, il fait la liste de tout ce qu'il sait pouvoir rendre triste, et après, il regarde dans le texte tout ce qui va avec. C'est-à-dire, on ne lui parle pas de copine-copain, donc c'est pas ça. Par contre, on lui parle d'un chien, effectivement. Ah oui, c'est vrai, il y a un chien qui est mort, c'était son chien, donc hop, il va choisir dans la liste ce qui est compatible avec le texte. Conclusion, pour répondre à des questions qui ne comportent pas de point de départ, il ne faut pas regarder l'énoncé en étape 1, on le regardera en étape 2. L'étape 1, c'est qu'est-ce qui peut donner la question ? Et après, on regarde dans la liste et on barre. On se dit, ça, je ne sais pas faire, ça, rien à voir avec le texte, etc., etc. Après, pour ceux qui voient leurs élèves ne pas arriver à démarrer quelque chose qui est de l'ordre d'un résumé de texte, eh bien, l'idée, c'est de leur dire, mais tu sais, pour faire un résumé, tu n'as pas un point de départ particulier, tu t'en fous. Alors, pour te le prouver, donne 3 ou 4 phrases qui parlent des gens du texte, 3 ou 4 phrases qui parlent des objets du texte, etc., etc. Et puis après, tu le mélanges et tu commences par ce que tu veux. Ça n'a strictement aucune importance. Et puis pour ceux qui ont été élevés à tout ce qui était, vous savez, visuel, auditif, kinesthésique, je rappelle que pour les neurosciences, tout ça, ça partait d'une bonne intention, mais qu'il ne faut plus y croire en termes de « Ah, moi, je suis visuel, je le sais,
toi, tu es auditif, ou on va passer des tests pour savoir si l'élève est visuel ou auditif. Tout ça, c'est du pipeau, les profils d'apprentissage. Ce qu'il est juste de dire, c'est que comme le cerveau prend des habitudes, si par exemple, voilà, vous êtes à la campagne tout le temps, par exemple, et puis vous bossez la terre tout le temps, votre cerveau va être surentraîné à manier la terre, à sentir quand il va avoir la pluie, etc., etc. Et donc, quand vous allez faire votre test, vous allez tomber sur kinesthésique, ce qui signifie simplement, à l'heure où vous me parlez, j'ai des habitudes de ce type. Mais je ne suis pas né comme ça. Parce que si demain, on m'envoie, parce que j'ai de la chance, à New York, dans un studio de jazz, pour l'enregistrement de pistes sonores, pendant 1 an, vous refaites le même test et vous êtes classé auditif. Conclusion, quand on dit je suis ça ou je suis ça, c'est faux. Tout ce que vous pouvez dire, c'est pour l'instant, d'après le test, j'ai des habitudes comme ça. Mais comme c'est plastique, eh bien, je peux avoir d'autres habitudes après. Enfin, pour passer au plus subtil, tant qu'à faire, je vous ai pris 2 exemples issus de ce qui va apparaître le 5 septembre. C'est que quand on a vu, mais qu'est-ce qui pourrait donner quelque chose de triste? Un animal domestique qui meurt. Ça s'appelle une condition suffisante, c'est-à-dire ça suffit pour que je sois triste. Alors, pour cela, vous avez des petits exercices qu'on peut donner aux élèves que vous pouvez inventer vous-même, ou alors des sujets de bac qui sont vicieux. Je vous donne des exemples là. Par exemple, est-ce qu'avoir des roues, ça suffit pour arriver à un présent « je suis une voiture » ? Non, parce que je pourrais être un vélo. Exactement. Donc après, vous n'avez qu'à prendre n'importe quelle matière et ça va pour savoir si c'est suffisant ou pas. Voici, pour vous convaincre, la traduction d'un texte qui a été donné, alors je ne sais plus dans quelle série de bac, mais c'était l'année dernière. Ils devaient traduire un texte en anglais et après, donc voici la traduction, et après répondre à cette question. Alors, je vous laisse lire avec grand plaisir vicieux si par hasard il y a des indices qui expliquent ce meurtre là-dedans. Et après, je fais le bilan. Donc, vous ne rêvez pas. Ça a été proposé au bac. Donc, vous avez un texte. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est mort dans le texte. On vous dit quels indices pourraient expliquer ce meurtre. Et quand vous regardez, il n'y en a pas. Et donc, ça, c'est le style de choses qui va évidemment bloquer l'élève. Comme nous, ça nous laisse sans aucune idée. Et donc, pour se dépêtrer de ça, il faut raisonner comme on le fait déjà depuis une vingtaine de minutes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut dans la vie, c'est-à-dire oublions le texte, qu'est-ce qui peut dans la vie pousser à un meurtre? Et là, vous commencez à pouvoir balancer sur votre brouillon la jalousie, la richesse de quelqu'un, le fait qu'il soit l'amant de votre femme, etc., etc. Bref, vous écrivez tout ce que vous pouvez, et c'est après que vous barrez ceux qui ont un alibi, entre guillemets, ou qui ne sont pas possibles. Par exemple,
Vous pouvez dire, ah ben c'est peut-être sa mère adoptive qui l'a tué parce qu'il ne supportait pas sa réussite. Ah mais oui, mais ça ne va pas avec Suzy et Fier de Ben. Donc je barre ça. Voilà, il est tombé amoureux, pourquoi pas donc, et du coup il a été tué par quelqu'un qui avait dû certainement avoir les clés puisque c'était fermé à clé. Donc on va chercher parmi les indices du passé qui pourraient expliquer ça, c'est-à-dire qui peut avoir des clés à part lui et Suzy. Eh ben, on peut imaginer qu'ils sont en colocation avec quelqu'un et que c'est la même serrure partout, par exemple. Bref, c'est hyper difficile. Et vous ne pouvez vous en sortir que si vous faites abstraction du texte pendant un instant et que après vous regardez ce qui est possible. Alors, je suis comme vous, hein, c'est-à-dire que je suis déconcerté, sauf que je suis convaincu. Ça aménage la peine. Et puis, pour vous achever sur le principe, vous avez encore plus subtil. Alors samedi, pour le grand public, ça a fait un tabac. Voici une règle. Vous avez des cartes. À chaque fois qu'il y a une voyelle, de l'autre côté, il doit avoir un chiffre pair. Et on vous donne 4 cartes. Et vous n'avez le droit d'en retourner que 2 pour savoir si les cartes respectent la règle ou ne respectent pas la règle. Et donc pour cela, il faut éviter de retourner des cartes qui ne servent à rien. Alors, si on laisse le système 1 parler, vous savez, le système 1, c'est « Ouah, un léopard, je me tire ». Vous voyez, si la lettre est une voyelle, le chiffre verso est pair, le système 1 pense quoi? E4, voyelle et pair. Vérifions que le 4 n'amène à rien. Si je retourne le 4 et que je tombe sur une voyelle, ça va avec la règle. Si je tombe sur une consonne, ça va aussi avec la règle parce qu'on ne m'a rien dit sur les consonnes. Avec une consonne, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi. Conclusion, retourner le 4 ne sert à rien. Par contre, retournez le 5. Si vous retournez le 5 et que vous tombez sur une voyelle, ça ne marche pas pour la règle. Si vous tombez sur une consonne, il n'y a pas de souci, ça ne contredit pas la règle, mais si vous tombez sur une voyelle, ça contredit la règle. Donc, bon plan. Après, entre le E et le F. Le F, alors voyons. Le F, je le retourne, il y a, allez, on va dire, un chiffre pair. Est-ce qu'une consonne a le droit d'avoir un chiffre pair? Bah oui. Et si c'est un chiffre impair, est-ce qu'une consonne a le droit d'avoir un chiffre impair? Bah oui. Conclusion, retourner le F sert-il à quelque chose? Bah non. Bref, c'est le E. Parce que le E, si vous le retournez et que c'est pair, ça colle. Si vous le retournez et que c'est impair, voyelle et impair, ça colle pas. Vous voyez? Donc, pour travailler le concept de conditions suffisantes, on peut aller du tout petit E. Si j'ai des roues, alors je suis une voiture. Hein, si vous sentez que votre classe n'est pas très très forte. Et puis ici, par contre, vous avez par exemple des BTS qui vous disent « Ouais, nous, c'est bon, on n'est plus au lycée, on est des étudiants, on est forts et tout et tout ». Vous pourrez toujours trouver, en tapant « conditions suffisantes » sur Internet, des choses horribles comme ça. Et enfin,
Dernière chose, donc il doit rester 5 minutes. C'est ça. Alors, parmi les 12 heures d'activité élève que vous pouvez télécharger, qui sont du même style que le diaporama, il vous sera recommandé souvent de dire aux élèves, n'hésitez pas à faire vos sketch notes, storytelling, etc. sur un format A3 et en format paysage. Les élèves n'ayant pas du tout l'habitude de ça, puisque eux, c'est du A4 et format vertical, quoi, portrait. Alors, voici la raison. C'est tout simplement parce que le cerveau, lui, comme vous pouvez regarder justement devant vous, vous voyez bien à gauche, bien à droite, mais finalement assez peu du côté plafond et assez peu côté plancher. C'est pour ça qu'au cinéma, c'est présenté comme ça. Et pas comme ça, comme la fameuse petite fiche Bristol. Donc pour s'adapter au format paysage, pour s'adapter au fonctionnement naturel du cerveau, ce qui est bien, c'est de le mettre en format paysage. Alors bien sûr, si vous n'écrivez que des mots, c'est-à-dire si vous écrivez vraiment le résumé comme aiment le faire les élèves, vous savez, sur des petites fiches Bristol où ils écrivent la totalité du texte, du cours, en petit et tout assez. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce qui est important de ce qui est accessoire. On ne leur a pas dit avec le 10, 7, 4, donc ils écrivent tout. Alors évidemment, dans ce cas-là, on est plus habitué à lire comme ça que lire comme ça. Mais à partir du moment où on les a convaincus sur les sketch notes et storytelling, évidemment, c'est beaucoup plus facile à faire sur une fiche paysage que sur une fiche verticale. Et puis, pour finir sur quelque chose d'assez connu, c'est que lorsque un cerveau voit quelque chose, il regarde d'abord globalement ce que c'est et après seulement précisément. Alors pour le coup du léopard, c'est facile, c'est « ouh, il y a un truc là qui m'inquiète un peu ». Et après, vous dites « ah, tiens, c'est un léopard », si vous avez le temps, bien entendu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il passe du global au détail, eh bien, il oublie le global. Alors, quel est le rapport avec le scolaire? Eh bien, c'est la lecture. Exemple connu de tous, vous êtes en train de lire un livre et vous tournez une page et vous ne vous souvenez plus des derniers mots qu'il y avait sur la page précédente. Alors, d'où ça vient? Alors, accrochez-vous parce que ça paraît tellement incroyable que vous dites « non, c'est pas possible, mon cerveau, il n'est pas aussi bête ». Eh bien, si. C'est qu'en fait, comme il passe toujours par le global, quand vous tournez une page, vous, consciemment, vous dites « il y a une page de l'autre côté ». Mais votre cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Il dit « qu'est-ce qu'il y a derrière la page ?» Il regarde. Ah, c'est une page. D'accord. Et une fois qu'il s'est dit ça, qu'il regarde, c'est une page, il y a des paragraphes. Ouais, d'accord, ok. Mémoire de travail, j'ai pris, c'est une page avec des paragraphes. Mémoire de travail qui ne peut pas avoir trop d'informations, donc elle en a effacé d'autres, c'est-à-dire les derniers mots d'avant. Conclusion, vous avez peut-être entendu des professeurs dans votre propre scolarité qui vous ont dit un jour, souvent à la fac, n'écrivez jamais de recto verso. Ne faites que des rectos. Pour cette même raison. Parce que dès que vous tournez, le cerveau se dit « qu'est-ce qu'il y a derrière cette page ?» Donc, il peut s'attendre à tout. Voilà. Donc, moins vous tournez et mieux c'est. Alors que les élèves se disent « ah, je vais en faire plein de petites ». Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va effacer sec. Hein. Et les élèves disent « ah ouais, mais A3, c'est beaucoup trop ». Et il dit « t'as pensé à la plier ?» Non. Et ben voilà. Enfin, dernière vidéo de la journée. Pour résumer tout ça sous un jour un peu plus ludique, Geographic Channel vous propose un petit test où,
au lieu de tourner une page, on vous fait fermer les yeux. C'est pas vous, vous inquiétez pas, vous n'avez pas fermé les yeux, mais il va avoir un instant de noir qui va symboliser le moment où vous fermez les yeux. Et que va-t-on vous demander ? Eh bien, on va vous demander de repérer les changements qui ont eu lieu pendant que vous avez fermé les yeux. C'est-à-dire, en fait, exactement ce qui se passe quand vous tournez. Et vous allez voir combien vous arrivez à en compter, si vous arrivez à en compter. Jetez un coup d'œil à cette image. Nous allons la modifier 5 fois. Comptez le nombre de changements que vous voyez. Facile, vous avez bien noté 5 changements comme il se doit. Maintenant, nous allons recommencer l'expérience avec une autre image. Mais cette fois, il y aura 1 seconde de noir entre chaque tableau. Essayez de compter le nombre de modifications que vous observez. Là, c'était un peu plus dur, non ? Il y avait en fait 7 changements. À présent, repassons les images en supprimant les noirs. Vous êtes prêts ? C'est plus facile comme ça ? Eh oui, donc tant que vous restez sur la même page sans la retourner, c'est plus facile. Alors j'avais oublié un petit clin d'œil, mais cette fois-ci c'est vraiment la dernière diapo. On a beaucoup parlé d'Autruche, il fallait lui rendre hommage avec une pub pour Samsung, version longue. En France, on voit la version courte. She packed my Donc l'autruche est bien un oiseau. Je vous remercie pour votre attention. Ça a été long pour vous, mais vous avez tenu le choc. Merci. Merci. C'est gentil.